Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF où nous allons traiter essentiellement des rapports compliqués, vous le vivez tous les jours, entre la justice et la politique. Alors vous le savez, dans cette émission, on débat, mais aussi on vous donne les clés pour comprendre l'actualité grâce aux expertises de nos invités. Je vous les présente. Vincent Couronne, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant à l'université de Versailles-Saint-Quentin, vous êtes docteur en droit, et vous avez fondé un mouvement qui est le mouvement des surligneurs. Alors ce sont des universitaires, des juristes en grande partie, qui regardent ce qui se passe dans le débat politique, notamment dans le débat de la présidentielle, et quand il y a des erreurs, qui sont commises, des erreurs de fait, des erreurs de droit, vous les surlignez. Exactement. Jean-Marc André, bonsoir. Bonsoir, vous êtes le bâtonnier de Versailles, du barreau de Versailles, à la tête donc de 800 Près de 800 avocats. Quand je dis à la tête, c'est pas, vous êtes le chef, enfin. Avec des guillemets quand même, voilà, avec des guillemets. Et Jean-Charles Lajoie, éditeur. Et voilà, donc, alors là vous êtes avec des. Vous débattez plutôt que vous nous donnez oui, moi des expertises, mais. Je donne mon avis, moi. Mais c'est vrai que c'est un thème. C'est un thème, celui de la justice et de la politique, qui est un thème récurrent, mais qui, dans les jours derniers, a pris une dimension nouvelle, ou en tout cas très, très accrue, non ? Moi, je regarde ça en tant que citoyen et en tant qu'avocat. Oui. Et en tant que citoyen et en tant qu'avocat, je suis un peu atterré quand même par tout ce qui se passe, mais depuis déjà, à mon avis, plusieurs mois en amont, sur ces attaques quand même contre l'institution judiciaire. Oui, c'est pas tout récent. C'est pas tout récent. Et je pense que c'est quelque chose qui s'est délité petit à petit. Souvenez-vous, quand Nicolas Sarkozy était président de la République, les juges d'instruction et les magistrats étaient descendus dans la rue, ce qui était quand même une première. Souvenez-vous, au mois d'octobre dernier, les propos rapportés par des journalistes du chef de l'État sur la lâcheté. Qui pensaient à la lâcheté des magistrats. Et je pense que tout ça, petit à petit, en filigrane, a fait que l'institution judiciaire, et non pas le pouvoir judiciaire, mais l'autorité judiciaire, c'est pas un pouvoir, c'est une autorité. L'autorité judiciaire, aujourd'hui, est mise à mal. Et quand on voit tout ce qui se passe actuellement avec des hommes ou des femmes politiques qui refusent de se rendre dans les cabinets des juges d'instruction, qui font un mauvais procès à la justice, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais moi, je trouve effectivement que c'est grave quand même pour les institutions et pour notre République. Et venant de gens qui aspirent à la principale fonction. Qui aspirent, en vertu de l'article 5 de la Constitution, à appliquer justement les règles de la Constitution et notamment à garantir l'indépendance de l'autorité judiciaire. Donc vous voyez, il faut... en quelque sorte le premier magistrat de France. Enfin, premier magistrat de France, même si les pouvoirs ne sont plus les mêmes. Et Dieu merci, on a quand même changé de mode de raisonnement et on a quand même évolué aujourd'hui. Mais l'indépendance de la justice, on en reparlera tout à l'heure. Mais selon moi, c'est quand même une réalité. Mais il y a cette défiance un peu qu'on ressent, enfin, cette ambiance assez désagréable, elle a aussi peut-être ses raisons objectives. C'est vrai que les années Taubira n'ont pas donné de la justice une vision peut-être très claire à tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, je me souviens par exemple... Ça a toujours été le cas, non ? Du temps de Badinter, il y avait des... Non, moi, je ne laisserai pas comparer Taubira à Badinter. On n'est pas du même niveau. Non, je dis qu'il y a eu toujours des contestations, il y avait des manifestations. Peut-être pas au même 80. point. Et puis, il y a eu ce fameux mur des cons qui a été absolument terrible aussi pour l'image. Enfin, je veux dire, rappelez ce que c'est, parce que c'était au syndicat de la magistrature. C'était dans les locaux du syndicat de la magistrature, un énorme mur avec les photos de justiciables, de ministres, d'hommes politiques, d'autres magistrats, c'était le mur des cons, ça voulait dire ce que ça voulait dire. Avec un certain nombre de visages. Avec des appréciations, etc. Donc ce qui était quand même, ce qui donnait une image de la justice absolument tragique. Alors, tout le monde peut faire, c'est le cas de le dire, des conneries, mais ils auraient pu, à ce moment-là, le syndicat aurait pu dire, oui, on a été un peu loin, etc. Pas du tout, ils ont dit, non, mais c'est normal. Alors du coup, ça donne une vision de la justice extrêmement partiale, et c'était très dommageable. Quand je parlais des années 80, c'est vrai que la notion de juge rouge
juges, qui étaient les notions souvent des magistrats du syndicat qui appartiennent au syndicat de la magistrature, elle est très très ancienne en fait. Oui, il y a toujours eu ce combat. Alors, peut-être qu'on peut revenir déjà sur les principes, parce qu'il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et on dit souvent, et enfin, ça a été théorisé d'ailleurs, notamment par Montesquieu et d'autres, que c'est le garant de la démocratie. En quoi c'est un garant de la démocratie qui est cette séparation des pouvoirs ? C'est un garant de la démocratie parce que, comme l'avait dit Montesquieu, et d'ailleurs on s'en rend compte aujourd'hui, on peut tous constater ça, c'est que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous donnez du pouvoir à une autorité ou à une institution, ou même à un homme ou une femme, il est porté à en abuser. Et donc Montesquieu poursuivait donc en disant il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Il faut donc organiser des contre-pouvoirs dans la démocratie. Parce que, là encore, c'est Montesquieu qui le disait, dès lors qu'il n'y a plus de séparation des pouvoirs, il n'y a plus de liberté. Alors pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que lorsque vous devez, légiférer, adopter des règles dans un État, s'il n'y a personne pour venir rappeler au législateur ou à l'exécutif ses obligations, en tout cas les engagements qu'il a pris ou les obligations qu'il a créées lui-même, eh bien c'est l'individu forcément qui en pâtit. Et finalement ces trois pouvoirs, parce que je considère que la justice est un pouvoir, là on peut en débattre, hein, mais oui, après, oui, pouvoir, on va pouvoir approfondir ça, autorité, pouvoir. Oui, c'est vrai chacun de ces trois pouvoirs est garant et l'expression d'une portion de la volonté générale. En ce sens qu'ils représentent tous, d'ailleurs la justice en France est rendue au nom du peuple français. Voilà. Et la justice tire son pouvoir de la Constitution qui a été adoptée par référendum par les Français. Donc il y a ici, dans la nécessité de séparer les pouvoirs, l'idée qu'il faut contrôler chacun des pouvoirs. Donc ce n'est pas la séparation des pouvoirs, chaque pouvoir dans son coin, et personne n'agit sur l'autre. Au contraire, chaque pouvoir peut arrêter l'autre, et peut même détruire l'autre, dans un sens. Lorsque le Parlement peut renverser le gouvernement, ou lorsque l'exécutif peut dissoudre le Parlement, ou lorsque le juge peut, le Conseil constitutionnel, censurer une loi. Exactement. Donc la séparation des pouvoirs, c'est ça, il faut bien comprendre, c'est ça. Ça ne veut pas dire que chacun est dans son coin et ne s'occupe pas de ce que fait l'autre. Exactement. Et donc en réalité, il y a en permanence des actions, des intrusions d'un pouvoir dans l'autre pour justement assurer la liberté des individus. Et c'est sans doute plus important encore aujourd'hui que nous sommes dans l'historien Pierre Rosanvallon qui s'exprime beaucoup en ce moment, l'analyse depuis des dizaines d'années et montre bien qu'on a une tendance dans les démocraties occidentales au renforcement de l'exécutif et surtout à un fait majoritaire qui fait que le Parlement est de plus en plus soumis à l'exécutif. Absolument. Donc il n'y a plus vraiment de séparation des pouvoirs. Parce que le calendrier des lois, il y a plein de procédures qui font que l'exécutif impose sa force. On voit en France le 49 alinéa 3, en France, c'est un exemple typique, mais on a ça un peu partout. C'est-à-dire qu'on n'a plus réellement de vraie séparation entre l'exécutif et le législatif. Il reste qui ? Il reste le judiciaire. Et au final, le pouvoir judiciaire est peut-être le dernier garant de la liberté des individus, ce qui n'a pas toujours été le cas, ou en tout cas considéré comme tel en France. Et c'est vrai que si aujourd'hui dans la Constitution on a inscrit que le pouvoir judiciaire est une autorité, c'est aussi des restes de notre tradition qui fait que depuis la Révolution française, on se méfie du juge. Parce qu'avant 1789, je ne sais pas si on peut rentrer dans ces détails maintenant, mais avant 1789, le juge en fait était un contre-pouvoir au pouvoir royal, pouvoir absolu. Oui, absolument. Et donc au moment de la Révolution française, les révolutionnaires se sont méfiés du juge. Ils se sont dit il faut absolument empêcher que le juge soit un contre-pouvoir qui vienne contrecarrer les projets révolutionnaires. Donc on a fait du juge en réalité la bouche de la loi et surtout le garant de l'intérêt général. Plus tard, au XIXe siècle, le juge a servi en réalité de courroie de transmission du pouvoir exécutif sous les deux empires, le consulat, etc. Bon, et ça n'est finalement que sous la Ve République qu'on a vraiment rétabli en France un vrai pouvoir judiciaire. Et d'ailleurs, De Gaulle, quand il a rédigé la Constitution avec Michel Debré de la Ve République, au départ, il était prévu d'avoir un titre sur le pouvoir judiciaire, dire que c'est un vrai pouvoir. Qui s'y est opposé ? Le Parlement. Parce que le Parlement voyait d'un mauvais œil que l'on instaure en France un pouvoir qui pouvait éventuellement le contrecarrer et le contredire. Voilà. Donc on a bien, en tout cas. Voilà, on a bien un pouvoir judiciaire et c'est vrai qu'il y a le terme autorité judiciaire aujourd'hui dans la Constitution.
Ça n'est pas qu'un débat terminologique, hein. Il y a un vrai débat derrière de sous-estimer ou de rabaisser un peu le rôle de la justice en France. Mais c'est vrai qu'on parle d'autorité judiciaire, mais pour autant, dans la Constitution, on ne parle pas de pouvoir législatif ou de pouvoir exécutif. On ne dit pas il y a un pouvoir exécutif, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Le président de la République, article temps, etc. Exactement. Le Premier ministre. Enfin, le Parlement, etc. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas... Et pourtant, ce sont bien des pouvoirs. Pourtant, ce sont bien des pouvoirs. Mais je pense que au niveau de la terminologie, je pense que ce qui fait la différence entre le pouvoir et l'autorité, c'est la légitimité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ici, nous ne sommes pas aux États-Unis où le juge est élu par... est élu. Ouais. Donc, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, c'est effectivement issu du mode d'élection par le peuple. Les juges en France ne sont pas élus et sont désignés par le Conseil supérieur de la magistrature et après pris par décret. Bon, ce sont des systèmes un peu compliqués, peut-être sur lesquels nous reviendrons. Mais voilà, pour moi, la justice, on la met aujourd'hui sur un piédestal en lui accolant cette étiquette de pouvoir judiciaire, alors que le juge n'est là que pour appliquer la loi ou combler la loi lorsqu'il y a un vide et faire progresser la société et le Parlement, mais il n'est pas là pour aller sur tel ou tel terrain politique. Voilà. Donc tout à l'heure, quand on parlait des juges rouges, de certains magistrats du syndicat de la magistrature, qu'ils aient leurs idées, c'est une chose. Maintenant, quand ces magistrats siègent, parce qu'on affecte toujours ça au juge pénal, bien sûr. Mais ces magistrats de la magistrature, on les retrouve juges des enfants, on les retrouve juges de l'application des peines, on les retrouve... Juges du travail, peut-être en juge des partiteurs devant le Conseil de prud'homme, on les retrouve juges des contentieux civils. Là, on se fiche de savoir l'étiquette. Absolument. C'est effectivement, c'est l'aspect pénal. Parce que l'aspect pénal est toujours. Mais c'est l'aspect pénal paraît toujours plus symbolique. Eh bien oui. C'est peut-être pas là que se passe l'essentiel des choses en réalité. C'est l'aspect pénal, mais c'est aussi toute la représentation cinématographique, littéraire qu'on a du juge d'instruction, qui peut effectivement, vous allez me dire si je me trompe, mais instruire à charge ou à décharge. C'est un juge très puissant, le juge d'instruction. Qui était l'homme le plus puissant de France. On disait l'homme le plus puissant de France. Jusqu'à temps qu'on ait créé le juge des libertés et de la détention, qui a permis de déconnecter le fait que le juge d'instruction n'ait pas le pouvoir aujourd'hui d'incarcérer quelqu'un, ce qui était d'ailleurs une très bonne chose et une avancée pour les libertés. Mais aujourd'hui, le juge d'instruction statue à charge et à décharge. Et puis après, on reviendra, il y a peut-être d'autres éléments, il y a le parquet national financier qui a été créé, toutes ces choses. Là, on était sur la séparation des pouvoirs. Et alors, il y a un mot qu'on entend, vous parliez du général de Gaulle, je crois qu'il n'aimait pas ça non plus, c'est la République des juges. On a entendu ça dans la bouche d'un certain nombre de responsables politiques qui ont très peur, justement. Voilà. Ça vient un peu des États-Unis, puisque là, il y a une Cour constitutionnelle qui a un pouvoir très fort. De Gaulle s'en méfiait, je crois assez, bien qu'il ait mis sur pied le Conseil constitutionnel. Mais, alors, est-ce qu'on est dans une République des juges ou pas Je ne crois pas qu'on soit dans une république des juges. En réalité, on est dans un système, en fait, voulu par le général de Gaulle en 1958, mais encore une fois, de Gaulle, lui, il a créé le Conseil constitutionnel, a voulu la création du Conseil constitutionnel dans des compétences qui ont été limitées par le Parlement lui-même. Qui ont été un peu élargies ensuite. Et qui ont été élargies ensuite. Mais au départ, c'est bien le Parlement qui a voulu limiter les compétences du Conseil constitutionnel, qui a voulu qu'on n'appelle pas pouvoir, mais autorité judiciaire. En réalité, le projet de Michel Debré et du général de Gaulle, au départ, était un projet très conforme, oui, exactement, qui était assez conforme à ce que disait Montesquieu. Et en fait, il n'y a pas le système américain et le système français qui s'opposent. C'est vrai qu'aux États-Unis, on a pu parler de gouvernement des juges, une expression purement américaine, et qu'on emploie, à mon sens, de manière impropre en France, parce que, comme vous disiez, effectivement, les juges en France ne sont pas élus. Donc, ils n'ont pas une légitimité populaire, les juges. Par contre, ils ont une légitimité qui vient de la Constitution. Ceci dit, après, tous les pouvoirs ne sont pas forcément élus. Un gouvernement n'est pas élu, par exemple. Il est nommé par le président de la République. Mais qui tient lui-même sa légitimité de l'élection. Bien sûr. Mais c'est une légitimité indirecte. C'est assez indirect, mais ce n'est pas nécessaire d'être élu pour être un pouvoir. Et aux États-Unis, tous les juges, d'ailleurs, ne sont pas élus. Et ça n'empêche pas les autres juges en Europe d'être considérés comme un pouvoir, alors que là non plus, ils ne sont pas élus. La question de la justice, c'est son impartialité et son indépendance. C'est ça, en fait, qui fait sa légitimité et sa crédibilité. Le fait qu'elle statue au nom du peuple français en vertu
de la Constitution. D'où elle tire l'intégralité de son pouvoir. Mais justement, quand on parle de gouvernement de république des juges, c'est souvent des hommes politiques qui mettent en balance deux légitimités, qui est la leur, qui tiennent de l'élection, et qui serait celle de la justice, qui est tenue de leur nomination, de leur fonction. Et souvent, on a vu ça, par exemple, des hommes politiques qui ont été condamnés, une fois qu'ils ont... Voilà, qui peuvent être réélus, qui se représentent devant les électeurs pour dire, regardez, ma peine est en gros effacée puisque j'ai à nouveau la confiance des électeurs. Non, vous ne pensez pas qu'il y a ce conflit de légitimité souvent chez ceux qui ont peur justement qu'il y ait une république des juges, non? Moi, je trouve qu'il y a une susceptibilité des juges, visiblement, en tout cas de l'autorité du pouvoir judiciaire. Ce n'est pas un secret que de révéler qu'on a vraiment l'impression que la justice a peu apprécié d'être traitée, enfin les juges ont peu apprécié d'être traités de petits pois par Sarkozy, et qu'il y a eu du coup une sorte de, non pas de déchaînement, mais enfin en tout cas une certaine insistance. Personne ne doit aimer ça vraiment, non? Non, mais et je comprends qu'il l'ait mal pris, de même que quand Fillon a eu la bêtise de dire « si je suis mis en examen, je ne me présenterai pas », c'était vraiment agiter, à mon avis, un chiffon rouge devant les juges en disant en gros, je vous emmerde, vous ne le ferez pas. Bon, il a vu ce que ça a donné, ils vont le faire, et j'allais dire tant pis pour lui. Donc il faut probablement faire très très attention à ne pas vexer, à ne pas se mettre à dos le pouvoir judiciaire. Et c'est ce qu'a fait aussi peut-être Mitterrand avec son bouquin dont vous parliez tout à l'heure, dans son livre, en disant Hollande, oui, en parlant de la lâcheté du... Oui, je confonds toujours les deux. Pour dire c'est François, il s'appelle François. Voilà, c'est pour ça. Oui, mais alors par contre, je pense qu'il y a deux choses. Il y a les affaires politico-judiciaires, et puis il y a les pouvoirs du juge pour justement débusquer ces affaires-là et pouvoir les traiter. Et le fait est que les pouvoirs que les juges ont aujourd'hui ne sont pas les mêmes pouvoirs qu'ils avaient auparavant, ou les moyens à leur disposition. C'est-à-dire qu'à l'époque de Mitterrand ou même de Gaulle, il n'y avait pas une haute autorité pour la transparence de la vie politique, avec des déclarations de patrimoine, etc. La responsabilité du chef de l'État était radicalement différente. On a modifié la Constitution en 2007 pour élargir la responsabilité du chef de l'État, et celui qui en paye un petit peu le prix, c'est Nicolas Sarkozy. Mais bon, il a été élu avant même qu'on ait changé son statut, donc il ne pouvait pas dire qu'il n'était pas au courant. Donc il y a tout un tas de choses aussi, et puis la multiplication des moyens de communication qui permettent aux journalistes aussi de bien mieux enquêter qu'auparavant. Tout ça parlera fait peut-être après des fuites. Voilà. Mais qu'une action pénale, elle se met en mouvement aussi en fonction des informations qui lui arrivent. Des informations, dans les années 70, n'arrivaient pas forcément comme elles arrivent aujourd'hui à la justice ou au parquet. Il y a ça aussi. Oui, mais alors ça, c'est très intéressant. Mais est-ce que les informations arrivaient aussi facinement dans les journaux de la part de la justice ? Alors ça, c'est autre chose encore. On pourra aussi en parler. Honnêtement, je pense que ça a toujours été un peu... Mais à ce point-là, quand même... On a l'affaire Cofidis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, en ce moment, c'est quand même un exemple terrible. Tous les jours, les trucs arrivent sur le bureau du journaliste. Le secret de l'instruction, ça n'existe même plus, là. Pardon. Qui a accès, justement, à ces dossiers? Il y a les magistrats, quand on retrouve les PV d'audition dans les journaux, mais les sources peuvent être multiples. Ça peut aller, si on prend toutes les personnes qui ont accès au dossier, ça peut aller, je ne cite personne, mais ça peut aller du juge d'instruction, du greffier, des avocats, de la personne elle-même, des services de police, du parquet. Donc c'est multiple. Oui, parmi tous les gens que vous citez, il y en a qui seraient carrément hors la loi, j'imagine, un greffier absolument. Et tout le monde est hors la loi. Ah, mais tout le monde est hors la loi. Non, mais qu'après... Tout le monde. Non, mais le secret d'instruction, a priori... Non, on est d'accord, mais enfin, il y a la loi. Enfin, je veux dire, je pense que si un greffier se fait piquer, ce serait monstrueux, quand même. Ça doit arriver. Voilà, le principe, c'est que tous ceux qui concourent à la procédure sont soumis au secret professionnel. C'est ça. Donc, juge d'instruction, effectivement, le service de police, le greffier. C'est vrai que les extraits de PV qu'on retrouve dans les journaux, c'est quand même très, très choquant. Ça pose question, quand même. Ça pose question. Mais ça aussi, est-ce que le fait qu'on puisse aujourd'hui transférer un PV par mail, est-ce que ça n'a pas changé aussi la donne? Bien sûr, alors qu'auparavant, il fallait qu'il se rencontre. On est dans des... Bon, c'est un détail. Non, c'est un détail, mais vous avez raison de le souligner, parce que c'est vrai que toute cette modernisation fait que les choses vont beaucoup plus vite et sont beaucoup plus simples à avoir, en effet. Regardons le simple fait, c'est notre dimension, mais tout ce qui se passe avec Wikileaks, par exemple, on peut traiter aujourd'hui des
milliers d'informations, voire des millions de données. Et les journalistes mettent en place aujourd'hui des équipes d'investigation extrêmement, même internationales parfois. Le consortium international de journalistes, par exemple, qui est en train de... Bon, et ça c'est un élément, mais... Les personnes qui sont chargées de l'enquête et de l'instruction, toutes les personnes qui concourent à la procédure, ces personnes-là sont soumises au secret professionnel. Donc, si elles violent le secret professionnel, elles sont passibles des sanctions qui sont propres. Voilà. Par contre, je crois qu'il y a des enquêtes. Mais s'il y a des enquêtes, il y en a même eu. Il y en a même eu parce que et des personnes qui sont soit révoquées ou quelques avocats peut-être, mais on a un exemple. C'est l'affaire du dopage. L'affaire du dopage de cyclistes dans l'affaire l'équipe Cofidis, une affaire qui date à peu près d'une dizaine d'années. Dans cette affaire-là, il y avait eu des fuites dans les journaux. Eh bien, qu'a fait le garde des Sceaux et qu'ont fait les personnes responsables en l'occurrence? Elles ont mené une enquête interne pour trouver l'origine des fuites. Et puis ensuite, les personnes ont été sanctionnées. Par contre, est-ce qu'on peut ensuite sanctionner le journaliste pour recel de violation du secret de l'instruction, c'est-à-dire pour avoir utilisé des données qui étaient soumises au secret professionnel. Et vous pensez qu'il y aura le même acharnement pour essayer de trouver qui a laissé fuiter les documents sur l'affaire Fillon que sur l'affaire Cofidis, qui aura la même enquête, la même... Alors, peut-être pas. Si jamais François Fillon était élu un jour, peut-être que... Mais après, peut-être pas, parce que depuis l'affaire Cofidis, justement, il y a eu un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, une décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui a dit que les journalistes pouvaient ne pas être soumis à ce secret professionnel s'il y avait un intérêt public à informer. Donc du coup, quel intérêt il y aurait en interne à poursuivre ou sanctionner? Il y en a peut-être moins aujourd'hui qu'auparavant. Maintenant, c'est vrai qu'il y a cette décision de la CEDH qui fait que les journalistes, on leur donne une large liberté pour qu'ils ne soient pas soumis au secret d'instruction. Mais ça c'est très bien, mais ce qui est dommage, c'est que la facilité avec laquelle les documents arrivent auprès des journalistes. Que le journaliste, j'étais journaliste, je veux dire qu'on s'en sert, c'est normal. Mais voilà, c'est qu'on ait aussi peu de difficultés à obtenir les choses, enfin qu'il y a ouvrir sa boîte mail. Il y a toujours eu des fuites dans les journaux, dans toutes les affaires, toutes les grosses affaires. Il y a toujours eu, mais d'abord c'est parce qu'il y a toujours eu que c'est bien. Non, je ne dis pas que c'est bien. Mais on a l'air de penser que c'est quelque chose de très nouveau, que des procès-verbaux, des choses comme ça apparaissent dans la presse. Moi, j'en ai toujours connu. Disons que là, c'est un peu comme l'eau courante, quoi. Ça arrive, il y a qu'à ouvrir le robinet, ça arrive très vite, quoi. Le débit est gros. C'est pour ça que le parquet maintenant peut communiquer sur certains dossiers. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Molins. Le secret d'instruction. Ce qu'a fait Molins sur les dossiers relatifs malheureusement aux attentats, quand il effectivement déclinait, il faisait attention par rapport au secret de l'instruction, mais donnait l'information sur ces dossiers-là. On n'a jamais eu de fuite, on n'a jamais eu d'information qui a été biaisée ou qui soit passée par un journal. Donc on a un moyen de le contrer. Il y avait un contrôle. Il y avait un contrôle, mais il y avait un contrôle du parquet. Donc je pense que même dans certains dossiers, parce que là finalement, on parle de la justice, on parle de la politique, mais ça concerne quoi par rapport au traitement judiciaire des affaires dans ce pays? Non mais c'est vrai. Vous aviez raison tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on met on met le focus sur quelques affaires qui sont 0,0. Mais qui finalement sont révélatrices quand même de beaucoup de choses. Mais aller faire comprendre aujourd'hui à un petit jeune de banlieue qui vient de se faire attraper pour 2-3 broutilles, que lui ne va pas pouvoir avoir accès aux médias, ne va pas pouvoir dénoncer les conditions de traitement et autres, et voir un homme politique ou une femme politique qui refuse d'aller devant un juge. C'est qu'aujourd'hui, la justice, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le politique a du mal à comprendre qu'il puisse être jugé. Comme les autres, oui. Et qu'ils sont des citoyens comme les autres. Le mandat est une chose, mais le juge n'est pas au-dessus des lois. Justement. Alors, et le politique n'est pas au-dessus des lois non plus. Il y a plusieurs questions, d'ailleurs, dont vos propos amènent. D'abord, le secret de l'instruction en tant qu'avocat, parce que ça fait très longtemps qu'il y a un débat sur est-ce qu'il faut maintenir ou pas le secret de l'instruction, est-ce qu'il faut donner des informations, qui doit les donner, qui pourrait les donner. Vous, en tant qu'avocat, est-ce que vous pensez que c'est une protection quand même du justiciable? Moi, je suis pour le maintien du secret de l'instruction, parce que je pense que c'est ça qui permet aussi aux magistrats instructeurs de pouvoir faire une enquête sereine, à charge et à décharge, sans être pollués par des éléments qui sortiraient à droite et à gauche. La sérénité de la justice, quand on en parle, c'est une réalité. Et un juge d'instruction a besoin de travailler sereinement avec les services d'enquête et de police, parce que les investigations à charge et à décharge, le juge d'instruction le fait. Il le fait. Et ce n'est plus un juge uniquement à charge. Et de toute façon, il y a un contrôle après de la chambre de l'instruction, bien évidemment. Donc, il faut se rappeler quand même que ce cheminement... Les juges ont ce contrôle entre eux, parce que finalement, le juge d'instruction, s'il ne fait pas bien son travail,
les parties peuvent très bien saisir la chambre de l'instruction, composée de 3 magistrats, qui vont lui dire non, c'est pas bien, c'est ce que vous avez fait, ou je vais revoir l'information que vous faites, ou donner des compléments d'actes. Et après, même sur les ordonnances de renvoi, on peut toujours, notamment en matière criminelle, faire appel de l'ordonnance si on considère qu'elle est mal motivée ou que des éléments qui étaient à décharge n'ont pas été repris par le juge d'instruction. Ça arrive. Mais ça arrive. Donc il y a quand même des contrôles. On ne peut pas non plus penser que le juge d'instruction est tout seul et qu'il fait tout, qu'il décide du sort d'un individu tout seul dans son cabinet sans aucun contrôle interne. Là-dessus, l'affaire Outreau a apporté l'expérience et une clarification. Mais quelque part, Outreau a démontré finalement que le système marchait, parce qu'à la fin, on a quand même tiré des conclusions, même si malheureusement... Même si ça a été un peu long pour ceux qui ont ça a été un peu long. Voilà. Même si ça a été un peu long. Je reviens au magistrat, puisqu'on parlait de la séparation des pouvoirs. Donc, est-ce qu'on peut dire que les juges sont indépendants en France ? Parce que c'est un vrai débat, c'est aussi qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'ils ne sont pas, au fond, des gens qui sont entre les mains du pouvoir, notamment de l'Élysée aujourd'hui, qui auraient à actionner un certain nombre d'affaires? Ça dépend de quel juge. Si on parle Alors, il y a les juges du siège et les juges du parquet. Le parquet, voilà. Vous êtes distingué. Les juges du siège, oui, ils sont totalement indépendants. Il y a peut-être des choses à améliorer. Ceux qui jugent. Voilà, ceux qui vont au final rendre leur décision et finalement condamner ou pas. Bon, c'est eux qui rendent la décision finale. Qui tranchent le litige, voilà exactement. Et donc ça ce ne sont que les juges du siège, je vais y arriver. Eux, ils sont a priori indépendants, impartiaux, il y a inamovibles. Voilà, ça, il y a des garanties qui sont quand même, ils ne sont pas nommés par le président de la République ou par le pouvoir. Ils ont une évolution de carrière, une obligation aussi de mutation régulièrement, etc. Bon, le problème, c'est sans doute le parquet, qui lui n'est pas indépendant. Il est soumis hiérarchiquement, au pouvoir exécutif. Sauf que le parquet, lui, n'est pas un juge au sens de pouvoir judiciaire. C'est là où il y a la confusion. C'est que le parquet n'est là que pour enquêter et pour instruire. C'est compliqué parce que ce sont des gens qui ont exactement la même formation, qui choisissent ensuite. Ce sont des magistrats les uns les autres. Ils peuvent passer de l'un à l'autre. C'est pour ça que dans l'esprit du public, ça peut être un peu confus. Mais vous avez raison de dire qu'eux, ils sont... Parce qu'il faut une politique judiciaire, une politique pénale, etc. Donc ils sont soumis à la hiérarchie. Mais ce qui pose un problème du coup, parce que certes ils sont soumis à une hiérarchie, mais ils ne font pas partie de la fonction de jugement. Mais le problème, c'est qu'on le voit actuellement, c'est l'effet dévastateur de l'ouverture d'une enquête. C'est quasiment pas un jugement, mais un préjugement. On a l'impression que la personne est déjà condamnée. Voilà. Donc d'un point de vue démocratique, ça n'est pas un problème que les magistrats du parquet ne soient pas totalement indépendants. D'un point de vue maintenant peut-être de la place de la justice dans notre pays, il serait peut-être temps effectivement d'avoir un parquet indépendant. Il y a eu des projets de réforme d'ailleurs pour rendre François Hollande en avait un indépendant. C'est vrai, mais quand je dis est-ce que c'est le pouvoir qui est derrière, la question. Non, mais je vais peut-être te poser. Non, si, mais François Fillon a dit quelque chose d'intéressant là-dessus et sur lequel il y avait. D'ailleurs, dans les surligneurs, on avait fait une contribution, mais je non, mais allez-y. Mais François Fillon, à un moment donné, avait accusé effectivement la main du pouvoir derrière le parquet national financier. Et c'est vrai que les membres du parquet national financier sont nommés par le président de la République. Et donc, ils ont été nommés en janvier 2014, par François Hollande, par décret. Donc, est-ce autant qu'on peut dire que, pour autant, est-ce qu'on peut dire que le président de la République est derrière les enquêtes qui visent François Fillon? En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que les membres du parquet sont nommés par le président après un avis du Conseil supérieur de la magistrature. Et à l'époque où François Hollande a nommé les membres du parquet, la garde des Sceaux, à l'époque Christiane Taubira, avait édité une circulaire dans laquelle elle disait qu'elle suivrait l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Qui était été nommé par le pouvoir précédent, non? Et qui avait été effectivement renouvelé par la majorité précédente au moment où François Fillon était Premier ministre. Donc la moitié à peu près du CSM a été composée par Nicolas Sarkozy et le président de l'Assemblée nationale et du Sénat de l'époque, au moment où François Fillon était Premier ministre. Faut bien rappeler ça, mais oui. Donc au final, les membres du parquet aujourd'hui ont été nommés par un président socialiste sur avis d'un Conseil supérieur de la magistrature, plutôt en tout cas de sensibilité de droite. Ce qui pose un problème. Je ne dis pas que c'est bien cette affaire-là. Ce qui pose un problème de suspicion permanente
politique De la derrière justice. la justice, Ouais. derrière le parquet. Et ça, c'est un vrai problème. Donc François Fillon a exagéré quand il disait c'est Hollande qui est derrière tout ça, mais en même temps, il y a quand même un problème qui est de dire, si on se pose la question, c'est que c'est pas très clair. C'est ce qu'on appelle en droit, c'est ce qu'on appelle la théorie des apparences. À partir du moment où on a l'apparence d'une justice partiale, on considère qu'elle n'est pas forcément impartiale. Ouais, c'est bien le maïeutique juridique. Justement, mais est-ce qu'on peut réimaginer, je ne sais pas, Jean-Charles, je pense que vous pouvez l'imaginer, que, après tout, le pouvoir dise à des magistrats, allez fouiller un peu dans l'affaire Fillon ou dans la... Oui, je pense que c'est clair, mais de tout... Où est-ce qu'un pouvoir... On a parlé beaucoup de cabinets noirs, de l'Élysée, etc. D'abord, je pense que c'est extrêmement tentant ce que vous disiez tout à l'heure, pour tout pouvoir d'essayer d'en abuser et puis de jouer sur les choses. Je veux dire, c'est humain et c'est presque heureusement. Donc, être angélique au point de dire non, c'est inconcevable, etc., ça me paraît aberrant. Bien évidemment. Alors après, dans quelle mesure et je pense que c'est souvent une agrégation de choses qui font que la barque est très chargée. C'est-à-dire que les déclarations de certains, l'ambiance générale, et puis effectivement une pression du pouvoir qui doit quand même exister, du garde des Sceaux, de l'Élysée, de Matignon. Ça doit quand même être extrêmement pesant, difficile d'y résister. Et puis voilà, est-ce que ça peut pousser juste peut-être un tropisme naturel de certains juges ou pas? Enfin, voilà, ça doit être très difficile de faire la part des choses, mais je pense que c'est indéniable, que le pouvoir peut ralentir par moment, ralentit les choses, et par moment doit pouvoir arriver à les faire accélérer. C'est vrai que ce que sous-tend un peu votre question, c'est qu'on se dit là, la justice a visiblement été d'une rapidité qu'on lui connaît rarement. Alors justement, non, oui, je voudrais quand même rappeler, en parlant du parquet national financier, qu'il a été quand même créé à la suite de l'affaire Cahuzac. Absolument, oui, qui est une affaire voilà, et c'est à ce moment-là qu'on a effectivement, par rapport à la probité, etc., qu'on a créé ce PNF, qui dépend quand même, ou la procureure du parquet national financier dépend quand même du procureur qui n'est pas du parquet financier. Donc il y a une tutelle, donc elle ne peut pas faire ce qu'elle veut non plus. Donc ils ne sont pas là pour s'auto-protéger, pour protéger non plus les hommes politiques, bien au contraire. Mais ce qui est embêtant dans l'affaire Fillon, finalement, les faits, on verra à la fin ce que ça donnera, c'est le moment où l'affaire sort. Ça c'est pas une question qui relève de la justice. Voilà, c'est le moment où l'affaire sort. Et là, on ne saura jamais. Alors, ce qu'on a entendu beaucoup, c'est qu'il y avait eu l'enquête du gardien enchaîné et que le parquet s'est saisi après cette enquête. Ce qui est normal. On ne peut faire aucun reproche au parquet. La vraie question, c'est pourquoi ça paraît dans le gardien enchaîné maintenant. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même regarder. Il faut prendre la technique saumon et remonter au début. C'est pas tant la question de pourquoi le parquet PNF financier se saisit. Il l'aurait fait dans n'importe quel dossier qui relève de sa compétence. C'est pourquoi et comment ça sort à ce moment précis via le canard enchaîné. C'est ce à quoi les journalistes du Canard répondent, d'ailleurs. Parce qu'il y avait la publication des... Mais cette convocation le 15 mars, est-ce qu'elle n'est pas un peu rapide? Est-ce que tous les justiciables, alors vous parliez tout à l'heure du petit délinquant de banlieue, est-ce que le petit délinquant de banlieue, il a le droit à autant de rapidité dans le traitement de ses affaires à chaque fois? Devant l'instruction, c'est quand même assez immédiat. Mais je vous rappelle... Il y a la comparution immédiate, mais si on échappe à la comparution immédiate, ou si on refuse la comparution immédiate, bon... Justement, alors comment il est géré François Fillon, au tout début, demandait à être entendu très rapidement. Très rapidement. Ouais. Il l'est maintenant. Et c'est là quand même où il y a eu une volte-face. C'est qu'au début, dans la défense de François Fillon, c'était « je me protège par la justice indépendante ». Et puis 15 jours après, c'était complètement la volte-face. Donc au début, il demande à être entendu. Il est entendu. Est-ce qu'il sera mis en examen ou pas ? On n'en sait rien. Pour l'instant, il sera peut-être placé sous le statut de témoin assisté. Nous verrons bien ce qui sera décidé le 15. Mais moi, je pense que le fait générateur, c'est quand même le moment qui a été choisi pour... Voilà. Après, la justice a fait son travail. Voilà. Et le moment où c'est sorti, ça, en réalité, c'est pas du ressort de la justice au final, parce que elle ne se met en mouvement que quand elle a... C'est pas elle qui a lancé la... Donc, c'est juste la rapidité de tous les actes. Et je me dis, alors ça, après... Non, allez-y, Le parquet national financier donc, est assez récent. Effectivement, il
il a des moyens à sa disposition 2013, qui sont quand même assez importants. Voilà, il a été créé en 2013. Il a des moyens à sa disposition qui sont assez importants et la longueur, ou en tout cas ou la lenteur, sinon d'une instruction ou d'une information judiciaire ou d'une enquête préliminaire, elle dépend de la complexité de l'affaire. Là, je crois que l'affaire Fillon n'est pas très compliquée. C'est relativement simple. Et est-ce qu'on peut imaginer qu'au fond, un magistrat ou des magistrats se disent il y a une élection présidentielle et c'est presque un devoir démocratique d'informer les électeurs de la réalité d'une situation avant que cette élection n'ait lieu. De toute façon, nous ne le saurons pas, parce que j'allais dire que le 15, c'est une étape procédurale. Oui. Il y aura une mise en examen ou pas. Mais s'il est mis en examen, forcément, il y aura un appel sur cette mise en examen. Donc, de toute façon, la procédure va durer très longtemps. S'il y avait une mise en examen, alors, naturellement, il y a la présomption d'innocence, ce que vous voulez, mais comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un signe, enfin, ça peut être un signe. C'est quoi les possibilités, d'ailleurs ? Le mal est fait, de toute façon, pour Fillon. Je veux dire que, quoi qu'il se passe, le jour sa crédibilité, je veux dire, il a lui-même annoncé, d'ailleurs, il a dit qu'il allait être mis en examen. Oui, c'est lui qui a annoncé qu'il allait être mis en examen. Il a dit qu'il allait être mis en examen. Alors qu'il est convoqué... Donc, c'est même pas certain, mais pour lui, c'est sûr. Donc, c'est assez curieux aussi. C'est mis en examen, c'est que le juge d'instruction considère qu'il y a des charges suffisantes, même contre lui. Et après, il faudra éclaircir ça au cours d'interrogatoires, d'investigations complémentaires. Mais bien après l'élection. Donc c'est ça qui est... Pardon, juridiquement, contrairement à ce qu'il a dit mercredi dernier, je crois que il est convoqué le 15, mais il n'y a aucune certitude qu'il soit... Lui, il dit je vais être mis aux examens, mais il n'y a aucune certitude. Il peut être... Quelles sont les possibilités ? Il y a témoin assisté, témoin assisté ou effectivement mis en examen. Ou rien du tout. Mais enfin, ça m'étonnerait qu'il n'y ait rien du tout. A priori. Oui, d'accord, mais enfin, c'est l'une des trois. Il y a trois possibilités au fond. Mais à mon avis, il y en a deux qui se dégagent. De toute façon, là, ils sont condamnés parce que s'ils le convoquent le 15 pour dire finalement il n'y a rien, là, ça serait une révolution. Là, là on se dirait. Ça, c'était juste dans la volonté de nuire. Il n'a jamais évoqué, même lui, la piste du statut de témoin assisté. Il est toujours parti sur l'idée de. Les différences ? C'est-à-dire que témoin assisté, vous avez accès aussi à la procédure, mais le juge d'instruction considère qu'il n'y a pas de charge suffisante contre vous. D'accord. Vous pouvez après basculer d'un statut vers un autre, mais quand on vous met en examen directement, ça veut dire qu'il y a des charges suffisantes contre vous. Ça ne veut pas pour autant dire que vous êtes coupable. Je suis quand même très attaché à la présomption d'innocence. Et beaucoup de personnes mises en examen, renvoyées devant une juridiction, sont ensuite relaxées des faits pour lesquels ils ont été poursuivis. Donc ça ne préjuge effectivement de rien. Mais pour un homme politique aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile d'assurer et d'être garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire et d'être soi-même mis en examen et d'avoir tenu des propos de défiance vis-à-vis de l'autorité judiciaire. C'est une certitude. Et on ne peut pas en même temps dire je ne me présenterai pas si je suis mis en examen et puis finalement être mis en examen, revenir. Donc tout ça, c'est vrai que c'est un flou. Tout ça vient aussi d'erreurs de communication probablement. On pourra en faire des livres pour les écoles politiques, dans tout ce qu'il ne faut pas faire, comment communiquer. Il y a une très très mauvaise gestion de ça. Comment tout rater. Et non, ça c'est vraiment... L'idée d'une trêve judiciaire, parce qu'on a parlé de ça aussi pendant la campagne électorale, est-ce que c'est si absurde que ça, ou est-ce qu'il faut que la justice continue son cours, quoi qu'il arrive, sans se soucier des événements politiques importants qui peuvent se passer à côté ? D'un point de vue strictement juridique, il n'y a pas de trêve judiciaire prévue. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de trêve des confiseurs. Voilà, exactement. Ça, c'est comme il y a des vacances judiciaires. Il y a des vacances judiciaires, mais c'est autre chose. Mais ça vient, l'expression de trêve judiciaire, en réalité, je crois que c'était à l'époque de l'affaire Tiberi, où je crois que le procureur de Paris avait souhaité, comme on était en campagne municipale, je crois, et souhaitait suspendre, en tout cas mettre en veille l'enquête le temps que les élections aient lieu. Et finalement, c'est pas ce qui s'est passé parce que le juge d'instruction s'est saisi de l'affaire et a poursuivi la procédure. Donc, il n'y a pas de trêve judiciaire. Et puis quel mauvais signal donner quand même. C'est quelque chose d'inconcevable dans une république. Vous imaginez qu'on se dise pendant de telle période à telle période, on donne le signal, vous pouvez faire ce que vous voulez. Pour l'instant, là, on ne touche pas. Et pendant ce temps, le reste de la population, elle, continue. C'est justement Emmanuel Macron qui avait dit s'il y a une trêve judiciaire, alors ça veut dire que tous les délinquants peuvent faire ce qu'ils veulent pendant ce moment-là. Il ne faut pas non plus être trop caricatural, parce que c'est compliqué. Non, mais la loi est quand même la même pour tous, en principe. Oui, d'accord, mais tous les voleurs de mobylettes n'ont pas vocation à se présenter à l'élection présidentielle. Donc voilà, c'est ça.
Ça serait drôle. Non, ça serait drôle qu'il dise, attendez, moi je me présente à l'élection présidentielle. On ne peut pas tout mélanger non plus. Et force est de constater que cette affaire juridique a vraiment est en train de changer la donne de l'élection présidentielle. On le voit bien, je veux dire, d'un type comme Fillon, qui était, comme le disait très élégamment Juppé, qui était sur le boulevard pour être élu, etc. Maintenant que cette affaire judiciaire, le boulevard, c'est une petite ruelle. Enfin bon, voilà. Et c'est tant que ça ne soit pas une impasse. Donc ça a vraiment quand même énormément changé la donne. Alors, sans parler de trêve, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que c'était le bon moment et cette rapidité voilà. C'est pas non plus, je veux dire, il n'allait pas recommencer, je veux dire, parce que la justice, enfin, je me trompe peut-être, c'est vous les spécialistes, mais à un moment, on essaye quand même, la justice, c'est d'essayer que les mêmes faits délictueux recommencent. Alors que là, on se doute bien qu'il n'avait pas réengagé. C'est peut-être au moment de la peine, c'est moins au moment de la c'est un peu dans cette idée. On se doute bien qu'il n'y avait pas pas à se précipiter pour finir. Imaginez que le parquet n'ait rien fait. Oui. En sens inverse, on lui aurait reproché en disant mais comment vous protégez. Donc c'est vrai que c'est compliqué. C'est très compliqué. Ça aurait été désastreux. Donc on ne peut pas reprocher au parquet d'avoir fait son travail en lui disant vous avez été trop vite, et puis d'un autre côté de se dire finalement le parquet n'aurait rien dû faire pour préserver les droits ou les intérêts. Vous avez tout à fait raison. Moi, le seul reproche, si tant est qu'on puisse faire un reproche, c'est cette convocation le 15 mars. La veille, comme par hasard, du dépôt limite de candidature, le jour même, tout est quand même fait pour essayer de c'est pas le 17 C'est le 17, la déclaration des candidats, mais les candidatures doivent être déposées le 15. Voilà, c'est vraiment la boule de bowling. Mais de toute façon, maintenant, il a laissé entendre que même mis en examen, il irait jusqu'au bout. Maintenant, la messe est dite, oui. Je veux dire, ça y est, de toute façon, si on devait considérer qu'il doit y avoir des trêves à la veille d'élections, il y a des élections tout le temps. Si c'est pas la présidentielle, quelles élections il y a les municipales, nationales, européennes. Il n'y a pas d'idée de trêve à avoir, on est d'accord. Je suis d'accord, on dit un mot peut-être de la question de l'immunité parlementaire, parce que là aussi, ça joue. Alors, l'immunité parlementaire, c'est fait pour protéger les élus, ils puissent dire ce qu'ils veulent, écrire ce qu'ils veulent, ne pas être poursuivis à raison des opinions qu'ils professent. On peut, après, on ne comprend pas forcément pourquoi ils n'ont pas à répondre aux juges à cause de l'immunité parlementaire ou grâce à l'immunité parlementaire. Ça, justement, c'est une des protections dans la séparation des pouvoirs qui fait qu'il faut éviter, dans la mesure du possible, qu'on puisse reprocher à un député ou un sénateur ce qu'il peut dire au sein de l'hémicycle. Voilà. Donc, pour ce qu'il dit... Ça, c'est très compréhensible. C'est très compréhensible. Et pour le coup, ils sont irresponsables pour les propos tenus. Voilà. Et ce n'est pas l'immunité. C'est-à-dire, quand on est irresponsable... Il y a la responsabilité et l'inviolabilité. Voilà, inviolabilité, qu'on peut aussi dire que c'est l'immunité, c'est un peu assez comparable. L'irresponsabilité, c'est en gros, vous n'avez pas à rendre compte de ce que vous avez fait. L'inviolabilité ou l'immunité, c'est vous aurez à rendre compte, mais plus tard. Une fois que vous ne bénéficierez plus de cette immunité ou de cette inviolabilité. Soit qu'elle soit levée, soit qu'elle ne soit plus élue. Voilà. Et alors là, pour un parlementaire, cette immunité, ça leur permet de ne pas être contraint par une mesure d'instruction à l'occasion d'une mesure de contrainte, c'est-à-dire un mandat d'amener, par exemple, ou une perquisition, ce genre de choses. Donc ils peuvent eux-mêmes se présenter à la justice, mais la justice ne peut pas les contraindre à se présenter. Voilà. C'est ce que, par exemple, la différence d'attitude entre François Fillon... Un citoyen lambda, par exemple, qui est convoqué, s'il ne se rend pas, il peut être amené par deux policiers devant le juge. On est bien d'accord. Exactement. Un parlementaire, non. Et François Fillon, lui, de son plein gré, d'ailleurs on peut lui reconnaître ça, il ira se présenter devant les juges le 15 mars. Marine Le Pen, elle, refuse catégoriquement d'y aller. Alors, c'est là où on ne comprend pas très bien, parce que on comprend bien l'immunité parlementaire pour pouvoir professer les idées qui sont les siennes, mais je dis, on peut avoir les mêmes idées qu'on prenne dans la caisse ou qu'on ne prenne pas dans la caisse. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire c'est deux choses qui me paraissent très différentes. C'est pour ça que... Est-ce qu'on pourrait imaginer justement puisqu'il pourrait y avoir une loi de moralisation de la vie politique, est-ce qu'on pourrait imaginer une réforme de cette immunité parlementaire qui ne porte pas atteinte à la vie démocratique ? Ou est-ce qu'il faut laisser les choses, à votre avis, en l'état ? Moi, je pense que les parlementaires aient une sorte de liberté d'expression et de parole lorsqu'ils débattent ou écrivent sur les sujets qui les concernent dans l'hémicycle. Là, je suis effectivement d'accord, ça participe du débat démocratique, le fait qu'on puisse parler. Après, moi, je pars du principe qu'un élu, quel qu'il soit, s'il commet des fautes,
sera puni de toute façon. Il n'y a pas d'impunité pour les hommes politiques, pour les élus. Il y a effectivement cette mise entre parenthèses, le temps de la fonction ou le temps du mandat. Imagine-t-on un Premier ministre ou un président de la République se rendre dans un cabinet d'instruction alors qu'il est en plein mandat, qu'il représente un pays, ce serait pas concevable. Donc je pense que ça, on doit garder, mais uniquement cette frange-là pour les actes, qu'ils soient en lien avec les fonctions ou pas les fonctions. Mais après, le temps de la justice reprendra son cours. Donc il n'y a pas d'impunité. Mais il y a ce décalage dans le temps qui peut il n'y a pas d'impunité, mais on a vu, pour prendre par exemple les affaires Chirac, qui a été couvert évidemment par des immunités, puisqu'elle était 12 ans président de la République. Il a été ensuite, il y a eu ensuite un jugement qui intervient tellement tard après, un moment où il est peut-être plus en état de même d'être lui-même, d'assister lui-même à son procès. C'est vrai que ça pose quand même des problèmes aussi. Là, c'était un cas un peu particulier. C'est vrai qu'il y a eu 2 mandats, qu'après il y a eu cette déficience intellectuelle qui a fait que les médecins ont considéré qu'ils ne pouvaient pas assister à son procès. Mais ça peut arriver pour n'importe quel justiciable à partir du moment où on considère que la personne n'est pas apte à suivre un débat et à pouvoir être jugé. Condamné au final, de toute façon. Et condamné, oui. Voilà. Et puis, il y a quand même la possibilité de lever cette immunité. Oui, aussi. Donc, ce qui arrive. Pour les parlementaires, Donc, on peut lever l'immunité. voilà. Il n'y a que le Parlement qui peut lever l'immunité. Voilà. Et pour un cas particulier, c'est ce qu'a fait le Parlement européen il y a quelques jours à propos de Avec Marine Le Pen. Mais pas sur l'affaire. Pour un fait précis. C'est pas une levée générale. Voilà, c'est à ça. chaque fois parce que c'est à la demande d'un juge d'instruction sur un dossier spécifique. Ouais. Et Marine Le Pen, c'était pour avoir diffusé une vidéo de décapitation sur Twitter. Et donc on peut lever l'immunité d'un parlementaire. Président de la République, on ne peut pas lever son immunité. Il a une immunité juridictionnelle totale pendant tout son mandat. La seule exception à son immunité juridictionnelle, c'est soit s'il est jugé par la haute cour, donc c'est-à-dire le Parlement. Trahison, non ? Alors, trahison, on a changé en 2007. Maintenant, oui. c'est manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec. Bon, voilà. Ou sinon, la Cour pénale internationale. Dans la Constitution, on reconnaît que le président puisse être jugé par la Cour pénale internationale. Voilà, c'est les 2 exceptions pour le président. Les parlementaires, il n'y a aucune raison qu'ils soient soumis à une immunité totale. Si la Chambre décide de la lever, c'est ce qu'on a fait pour Serge Dassault, c'est ce qu'on a fait pour Balkany. Bien sûr. Voilà. Ça, vous qui êtes spécialiste de droit européen, ça va un peu plus vite avec les parlements nationaux qu'avec le Parlement européen ? Le Parlement européen a tendance à aller au contraire plus vite pour lever les immunités. Et surtout, au Parlement européen, il y a tout un système de sanctions internes préalables pour par exemple, des détournements de fonds ou ce genre de choses. C'est ce que, d'ailleurs, est en train de voir Marine Le Pen, parce qu'elle refuse de payer l'amende que le Parlement européen lui demande. Que fait le Parlement européen ? Il lui ponctionne l'argent sur son traitement. Oui. Voilà. Mais sur l'affaire de l'emploi des assistants parlementaires, on peut penser que l'immunité parlementaire ne sera pas levée avant l'élection. En fait, l'immunité a été levée sur certains points dans ce cas de figure-là, mais pas là pour la mise en examen prévue dans les jours à venir. Donc, bon, le Parlement européen, il agit assez rapidement. Maintenant, c'est vrai que cette affaire des assistants parlementaires de Marine Le Pen, ce qui est assez étonnant, c'est le traitement de l'affaire de François Fillon pour 2 assistants ou 3, si on compte ses 2 enfants, assistants parlementaires. Marine Le Pen, il y a déjà le Front National ou des proches de Marine Le Pen sont mis en examen ou en cause dans toutes les élections qui ont eu lieu depuis 2012, nationales, présidentielles, législatives, municipales, départementales, régionales, européennes. Toutes les affaires sont concernées. Et surtout, l'enquête ouverte dans l'affaire des assistants parlementaires au Parlement européen, ça concerne une vingtaine d'assistants parlementaires. Donc on est dans des dimensions qui sont bien au-delà de François Fillon. Et bon, c'est quand même bizarre que le traitement médiatique privilégie l'affaire Fillon, alors que Le Pen, l'impression, passe finalement comme ça. Ça glisse. Un traitement médiatique et peut-être aussi traitement politique. Parce qu'on a l'impression aussi que ça glisse peut-être aussi sur les électeurs. Sans être adepte de la théorie du complot, on peut penser que le pouvoir a plus intérêt à voir Marine Le Pen monter que François Fillon. Oui, mais après, il y a une question aussi d'opinion. Non, le pouvoir. Le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir actuel est le pouvoir actuel, oui. est extrêmement content de la montée du Front National. Je ne sais pas si on est... Quand on est démocrate, ou je ne sais pas si on peut se... On peut dire content. Il peut y avoir des candidats politiques. Ça peut être utile. Je pense que Mitterrand, là je ne me trompe pas, a été démocrate. Je veux dire, on peut quand même penser, c'est quand même lui qui a quasiment créé le Front National, qui l'a fait monter à ce point-là. Il y a peut-être
le complot du pouvoir auquel vous faites allusion, mais il y a aussi le fait que les électeurs du Front National sont peut-être moins sensibles aux affaires qui touchent Aussi, oui, Marine bien Le sûr. Pen que les électeurs de droite ou du centre le sont sur les affaires qui touchent C'est François vrai que le Fillon. Front National, que ce soit Marine Le Pen ou son père, il y a toujours eu un côté Toujours eu sulfureux un peu ça, oui. financièrement. Ouais. Je veux dire, Depuis l'affaire Lambert, voilà, l'héritage on sait Lambert, depuis le etc. début, c'est presque constitutif du Front National, c'est que personne n'est étonné. On dit un truc du Front National, on dit, ah bon. Ouais, Alors, oui, on dit c'est un ça, truc oui. des socialistes ou des républicains, ah, c'est scandaleux. Ouais, C'est vrai, alors, c'est pour vrai. les Non, gens, c'est vrai qu'il y a deux traitements voilà, il y a dans l'opinion. deux choses. Il c'est- bénéficie pareil. d'une immunité populaire dans Ouais. l'opinion C'est- vis-à-vis de toutes ces Enfin, affaires-là. mais C'est on On clair. verra, cela dit. On verra. Ouais. En ce sens, c'est intéressant, c'est qu'on voit que ce n'est toujours pas un parti comme les autres. Enfin, Ah, tout c'est à fait. une Bien sûr. des multiples preuves qui existent. Enfin, en tout cas, c'est l'un est une importante. Absolument. Mais c'est vrai que la couverture médiatique est quand même importante. Hier, il y avait quand même à Versailles un événement sommet, européen. Mini-sommet. Non, mais est-ce qu'on en a parlé? Très très peu. Un peu. Très peu. Non, mais Très très peu. très On a eu peu. l'interview de François Alors que c'est Hollande, quand même, plus- me semble-t-il, quand même plus important Mm. pour notre pays et pour l'Europe que les casseroles de Fillon et les non mises en examen pour l'instant de Madame Le Pen. Ouais. Donc, quelque part, il y a un traitement journalistique et médiatique qui fait aussi parce que les lecteurs Parce qu'on aiment ça. pense que les lecteurs sont plus intéressés Oui, mais par enfin, les ce choses serait que- bien aussi qu'on se ressente de Bien temps sûr, en temps donc quand même vous avez raison, vous sur avez les- raison, sur non, les- tout à sur fait. les vrais problèmes, parce que du coup, on est en train d'avoir une élection présidentielle qui a quand même toujours été une élection majeure. Mais regardez, l'Europe est assez absente, alors que Alors, c'est un enjeu essentiel. Enfin, Alors moi, j'aimerais dans bien les- savoir ce que les autres pays européens pensent de nous en ce moment. C'est terrible. Je crois que c'est la risée. On est Parce un que peu la j'ai risée pas eu du le temps de temps, regarder mais- encore la c'est- presse étrangère, mais Ouais, c'est je terrible. pense qu'on doit être quand même la risée Un de... peu. Il faut le dire aussi. Non, Il non, faut- mais bien oui. sûr, mais on il l'est, faut qu'on arrête on un l'est. peu de sortir de notre petit, de rester dans. Dominique de Villepin l'a écrit d'ailleurs, je Oui, crois. oui. Enfin, c'est C'est bon. aussi la responsabilité du président, de François Hollande. On a un peu l'impression qu'il est aux abonnés absents. Le fait qu'il annonce qu'il ne se représentait pas, qu'il ne s'est pas intéressé le moins du monde aux primaires de son propre, enfin, du parti qu'il Ça, on aimait. peut pas le reprocher. Non, Oui, mais c'est vrai. c'est juste un constat. Et je me dis, pour la majorité des Français, Hollande, il est là, il inaugure les chrysanthèmes, il n'a plus d'importance, puisque de toute façon, il ne dit plus rien. Donc là, effectivement, elle organise un sommet qui était en tout point passionnant, mais on se dit, bon, bah tiens, Mais le sommet, il y aura un sommet, il y a un oui, sommet à Rome. mais on se dit, tiens, Hollande a dont organisé on va un sommet peut-être à plus Versailles. parler, bon, je pense. Ce ça a été sommet a fait. été complètement court-circuité Mais par c'est- tout le reste. Ils n'ont pas Absolument. annoncé non plus très en avance. Hein. C'est un peu comme une surprise. D'abord, c'était un mini-sommet. Enfin, il y avait Oui, pas non, tous mais les on pays, a, il y avait on les a pays, vraiment un etc. peu l'impression que ce que Mais- fait Hollande, pour l'instant, ça glisse. On dit, bon, bah, ah bon, il est C'est toujours là. un des vrais Vous problèmes. voyez qu'il n'y a d'ailleurs. pas tant de pouvoir que ça, en fait. Non, cela dit, ça c'est un des vrais problèmes de ceux qui prônent le mandat non renouvelable. Ah oui, voilà. C'est-à-dire qu'au bout de... Quand Bon, ça, on arrive à la période de la réélection, le président en place n'est plus audible. Hein. oui, complètement. C'est un des vrais... Enfin, s'il il n'a était pas ce pas audible, levier de oui. dire peut-être que je me représenterai. Et d'ailleurs, tous les présidents, même quand on était certain qu'ils ne se représenteraient pas, ont laissé planer un Ah, peu bien le sûr, doute. parce que sinon, dès le lendemain de l'élection, c'est la Sinon, course ça, à on l'échalote passe pour à- le prochain tour. Ah non, mais on a une prochain. classe politique quand même dont le niveau a quand même Ah, pas mal baissé, oui. non, bien sûr. baissé. Mais je pense que les primaires sont aussi dévastatrices. Ah ben, on le voit. Surtout, oui, et surtout, On le voit, surtout parce que pour la ça, droite, ça je trouve. en train On peut d'éclater. conclure là-dessus d'ailleurs, parce que c'est intéressant quand même. Moi, ces primaires, c'est vrai qu'on les a testées là, en 2012 avec ce qu'avait fait le Parti socialiste, qui était une première chez nous. Cette année, la Mais droite. en 2012, c'était, pardon, peut-être un peu différent parce qu'il y avait une telle volonté de tous les gens qui ne voulaient plus de Sarkozy, de trouver le meilleur candidat. Et pour on s'y avait opposer. Strauss-Kahn et il lui est arrivé aussi Et un il est problème. arrivé à Strauss-Kahn. Voilà. C'est marrant, à chaque fois. Décidément, il y a maintenant, à chaque fois des coups de théâtre. Ouais. C'est vrai que les primaires, c'est une véritable catastrophe. Enfin, je veux dire, bah, faut arrêter ça. C'est je vrai veux que dire, la 5e République est bâtie quand même sur les. Ou alors on n'est sur pas les- habitué à ça, enfin on n'a pas la culture de ça. Mais non, Il fait parce que- on se rend bien compte que Je crois que les gens ça cristallise, confondent oui, ça- les primaires enfin, et on voit bien qu'aujourd'hui, Benoît Hamon ou Fillon, bon, Fillon a son problème, mais on voit bien que Benoît Hamon, qui a pourtant une légitimité qui a été bien élue,
il a du mal aujourd'hui. Il a du mal. Alors pourtant, le président de l'Assemblée nationale vient de dire, vient de déclarer, je me reconnais pas dans la. Alors pourtant, il est porteur d'idées et autres qui peuvent intéresser, mais on ne le voit pas dans. Mais parce que est-ce que les gens qui votent à la primaire ne confondent pas deux choses? Un, de se faire plaisir avec des idées, voilà, qui leur plaisent, et deux, ce que devrait être la primaire, ce que voulait être la primaire, c'est-à-dire trouver le meilleur candidat pour se présenter. On voit bien qu'à droite, c'est le plus à droite qui a été élu, et à gauche, le gauche, on élit une sorte de premier secrétaire du Parti socialiste. À droite, absolument, ça favorise en effet. Hein. C'est probablement plus cohérent à droite. Parce que d'abord, les différences entre les gens à droite étaient quand même beaucoup. C'était un peu dans un mouchoir quand même. Bon, pas totalement. Bon, alors qu'à gauche, non mais à gauche, on avait quand même un éventail extrêmement large, et qu'on a un peu l'impression. Il y avait quand même les deux gauches inconciliables dont parlait. Mais on a un peu l'impression qu'à gauche, les gens qui sont allés voter, ils ont voté comme s'ils allaient choisir le futur premier secrétaire du PS. Ouais, un peu. Alors qu'en fait non, il aurait fallu qu'on leur explique. Le président des Républicains. On aurait dû leur expliquer. Mais c'est pas juste pour gérer le PS, c'est pour être président de la République. Je pense qu'il va falloir réfléchir effectivement au maintien ou pas de ces parce que en revenir aux partis politiques normaux. Oui, parce qu'on voit bien que le PS et les Républicains aujourd'hui sont complètement éclatés. Et que les traces et les cicatrices laissées par les primaires, après, c'est irréconciliable. Irréconciliable. D'abord, on n'a pas cette culture-là, je crois. Je pense que c'est pas adapté. Maintenant, c'est vrai qu'il faudra quand même répondre à la crise des partis politiques et au fait qu'il n'y ait pas de leader charismatique qui se dégage. Parce que là, on a fait la révolution par les urnes, entre guillemets. On a fait tomber les têtes de manière démocratique avec les primaires. Mais quand on voit qu'on a quand même retiré du champ politique et du paysage politique ceux qui étaient quand même en pointe et qui, entre guillemets, avaient l'expérience du pouvoir et des affaires, on se retrouve aujourd'hui finalement avec des personnes à droite comme à gauche qui ont très peu d'expérience. Mais ce qu'on voit bien, c'est ce qu'on oublie de dire. Il faut qu'on arrête. Même la première primaire était. On en parlerait pendant des heures. On en reparlera, mais on en reparlera avec grand plaisir parce que on n'est pas au bout ni de nos surprises, ni d'une recomposition peut-être de la vie politique française. Merci infiniment Vincent Couronne, merci infiniment Jean-Marc André et Jean-Charles Lajoigny. Merci. Merci.